Donc, je présente Carla qui va parler de Laura Poitras. Bonjour, oui, on est très heureux de vous accueillir en ce dimanche un peu spécial. C'est un dimanche qui aura des résonances particulières avec les films que nous allons voir aujourd'hui pour cette double programmation du studio. Je vais commencer par dire deux petits mots rapides sur Laura Poitras, qui est une réalisatrice états-unienne, née en 1964 à Boston. Elle est aussi productrice de documentaires et surtout journaliste. Je dis surtout parce que c'est une journaliste d'investigation qui, dans sa pratique, a rapidement mêlé son journalisme à la réalisation de films de non-fiction. C'est une femme qui est une fervente défenseuse des principes démocratiques et c'est ce qui ressort réellement de sa pratique filmique et de son journalisme qui, dans cette pratique, double, a vraiment pour but de conserver et de défendre l'indépendance des voix et des travaux. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui tient à cœur pour Laura Poitras, qui lui tient à cœur. Et c'est une assez bonne illustration qu'on va voir aujourd'hui dans Citizen 4 et Risk. Quoi d'autre, très rapidement oui, peut-être que je peux dire ça maintenant. Citizen 4, c'est le troisième et dernier volet d'une trilogie qui a eu My Country, My Country comme premier volet, et c'était la première œuvre, le premier long métrage de Laura Poitras, qui, en fait, dans son travail d'une vie, s'intéresse à l'Amérique post-11 septembre, donc post-attentat, et à The War on Terror, la guerre contre le terrorisme, et à toutes les activités plutôt illégales et anticonstitutionnelles de la NSA, de National Security Agency, et c'est ce qu'on va donc voir aujourd'hui. Voilà, le deuxième film c'était The Oath, et puis c'est le troisième. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le lanceur d'alerte. Vous connaissez peut-être en anglais Whistleblower. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, même jusqu'à 1783, où il y a un premier whistleblower qui dénonçait quelqu'un qui torturait les prisonniers britanniques. Il y a des lois qui ont été créées pour les protéger, et Edward Snowden, donc, dans ce cas-là, est considéré comme un whistleblower, même si le gouvernement américain conteste cette appellation. Donc en général, c'est quelqu'un qui va dénoncer s'il voit qu'il y a une inconduite qui menace l'intérêt général. Vous connaissez peut-être le film Tous contre Erin Brockovich, où là aussi il y a une célèbre lanceur d'alerte. Il y a aussi Jeremy Wigan qui a dénoncé les méfaits du tabac dans un autre film aussi qui était porté à l'écran. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus proches de nous, il y avait un lanceur d'alerte anonyme qui a dénoncé l'appel de Trump, en fait, avec Zelensky, lui a demandé de faire un échange de procédés en disant qu'il ne laisserait pas l'argent qui était approprié par le Congrès américain à l'Ukraine, mais il ferait ça en échange que Zelensky annonce une enquête sur le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu cette affaire qui a mené au premier processus de destitution, en fait, l'impeachment de Trump. Voilà, en quelques mots sur Snowden. Donc Snowden, c'est un hacker qui a mené une vie, considéré comme une sorte de génie des génies, qui était embauché par le gouvernement américain, d'abord pour la CIA et après pour le NSA, the National Security Agency. Et puis, donc, il constate quelques abus qui sont par rapport à un programme qui s'appelle The Prism Program, qui est chargé de s'occuper de la surveillance. En fait, on est dans le contexte de post-9/11, hein. Donc c'est vraiment the USA Patriot Act. On a de moins en moins de droits civiques pour les Américains. On échange l'idée de la sécurité pour, s'il y a une attaque terroriste, que le gouvernement puisse prévoir à l'avance et empêcher en fait ce genre d'attaque.
Mais Snowden voit qu'il y a une certaine largesse et qu'il y a un programme de surveillance qui est caché et à grande échelle de prendre toutes les données de tous les Américains en fait. Et donc il va dans un premier temps à ses supérieurs hiérarchiques montrer qu'il est un peu inquiet, qu'il y a des problèmes, etc. Et ses supérieurs font rien. Donc il décide de chercher 2 journalistes et leur confier en fait ces informations parce qu'il trouve qu'il ne veut pas le faire lui tout seul, il veut que ça passe par une institution un peu neutre. Comme ça, il peut décider quelles sont les informations importantes, peut-être qu'il y a des choses à redacter, etc. Donc voilà quelques mots sur Edward Snowden. Je passe la parole à Carla qui va vous dire quelques mots sur Citizenfour. Exactement. Et avant les quelques mots sur Citizenfour et donc la conclusion de cette introduction, je voudrais juste vous dire qu'il faut absolument rester pour Risk juste après, parce que c'est une suite qui fonctionne un peu en diptyque avec Citizenfour. Donc il y a vraiment une espèce de prolongation de la pratique filmique chez Laura Poitras qui est très intéressante à voir. Et surtout, c'est la première fois qu'on le diffuse en France. Antoine n'est pas là, mais il a trouvé les sous-titres et on le remercie pour ça. Donc voilà, c'est important d'avoir cette évolution. Et David et moi, on a rédigé un billet de blog, si jamais, si vous ne pouvez pas rester et que ça vous intéresse de voir ce fonctionnement, que vous pourrez retrouver sur le blog du festival. Et au sujet de Citizenfour, c'est un film qui est sorti en 2014 et qui a été primé à de multiples reprises. Je trouve que David a assez bien résumé le film, donc je ne vais pas y passer plus de temps. Simplement, c'est un genre de chef-d'œuvre pris sur le vif comme ça que nous vous invitons à regarder sans plus attendre. Bonne séance. Bon, je passe sur le volet, la trilogie qu'on a vue ce matin, mais je voudrais aussi vous dire avec David qu'on a écrit un billet de blog qui s'intéresse au fonctionnement en diptyque entre Citizenfour et Risk. Ouais, je garde la suite pour après. Voilà. Bon, on vous invite à regarder le blog, il y aura plus de détails sur l'analyse de film. Alors, quelques mots sur Julian Assange. Donc, Julian Assange, en fait, est un personnage clivant et controversé. Il y a certaines personnes qui le considèrent comme une sorte de héros d'un mouvement anti-autoritaire, un lanceur d'alerte persécuté pour avoir défié les États-Unis, et d'autres considèrent tout simplement comme un criminel coupable d'espionnage, d'agression sexuelle, et avec un agenda anti-américain et pro-russe. Alors, en quelques dates clés pour Julian Assange, en 2006, ils fondent Wikileaks. En 2010, Wikileaks diffuse un vidéo qui s'appelle Collateral Damage, qui montre un hélicoptère américain qui tue des Irakiens. Mais parmi ces Irakiens, il y a 2 journalistes. Donc ça fait scandale, et c'est une vidéo qui était classée secret. Donc, ça a fait une énorme renommée pour Wikileaks en 2010. Par la suite, il y a une sorte de commercial blockade, en fait, une sorte d'embargo où toutes les sociétés comme Amazon, PayPal, Mastercard arrêtent de sponsoriser Wikileaks, Wikileaks ne peut plus utiliser ces supports en fait pour des paiements. Et donc du coup, il y a une période où ils n'ont pas vraiment des moyens et il y a un rapprochement avec la Russie. Donc ça rajoute encore plus au trouble de personnages. Donc il y a ce rapprochement avec la Russie. Il fait une émission qui s'appelle The World Tomorrow en 2012 sur la chaîne de propagande RT, c'est Russia Today je crois. Et ensuite il utilise, c'est via Wikileaks que tous les emails qui ont été piratés de Hillary Clinton en fait ont été diffusés. Donc, et puis il y a aussi, on a vu qu'il y a plusieurs livres qui ont été écrits, notamment un sur les lanceurs d'alerte qui ont noté qu'il n'y avait aucune information publiée contre la Russie de l'élection présidentielle, dès ce moment-là jusqu'à l'élection présidentielle de Trump. Donc il y a vraiment un parti pris pro-russe à ce moment-là.
Donc ça, c'est un aspect. D'autres relations un peu troubles avec la justice. Comme j'ai indiqué, il y a un mandat d'arrêt émis par la Suède c'est en 2010, il me semble. Oui, voilà, pour agression sexuelle. À cause de cette affaire, donc, il est obligé de se réfugier dans l'ambassade équatorienne au Royaume-Uni pour persécution politique, parce que pour lui, en fait, l'affaire de l'agression sexuelle, c'est juste un prétexte pour le faire extrader aux États-Unis. Donc pour lui, il dénonce ça. Il va rester dans l'ambassade équatorienne de 2012 jusqu'à 2019, au moment où il y a un changement de régime. Donc le gouvernement change, qui est moins favorable à lui. Et donc, sous invitation du gouvernement équatorien, il est expulsé et ensuite il est mis en prison parce qu'il a violé en fait, il y a une sorte de bail, en fait, où on doit garder un certain nombre de temps. Donc, il avait violé, en fait, cette loi au Royaume-Uni, donc il est mis en prison. Maintenant, il risque une peine il est toujours là et il risque une peine de 175 ans aux États-Unis. Donc voilà l'état actuel de Julian Assange. Jean-Yves m'a dit qu'il y a quelques jours, il s'est marié avec en fait, une avocate avec laquelle il a eu un enfant. Et donc voilà l'état actuel de Julian Assange. Je passe la parole à Clara qui va vous parler un petit peu de Risk. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Risk, c'est un film qui est sorti en 2017, il me semble. 2016 et le tournage s'est étendu de 2011 à 2016. Et donc, comme je le disais ce matin, Risk, c'est une prolongation de Citizen 4, et donc on comprend dans ces dates de tournage, un tournage qui a été assez long, que Risk englobe en fait le tournage de Citizen 4. Et en ça, je trouve que c'est super intéressant. Aussi parce que je divulgue une partie du fonctionnement en diptyque, parce que avec Citizen 4 qu'on a vu ce matin, le personnage, parce qu'on peut parler de personnage pour Edward Snowden dans ce film, est vraiment très attaché à l'image d'une certaine véracité. On verra comment Julian Assange se comporte dans Risk, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le monde des hackers, Edward Snowden s'appelle Verax, alors que Julian Assange est connu sous le nom de Mindax. Donc la vérité pour l'un, le mensonge pour l'autre. Et voilà, en fait, c'est vraiment le point de départ de notre analyse de ce diptyque. On va dire que pour Risk, ce qui se passe, c'est une espèce de voyage de Laura Poitras qui, dans Citizen 4, est vraiment en train de filmer son objet en qui elle a confiance. Et dans Risk, il y a une évolution de la pratique et elle passe. C'est un film en fait qui finit par être un film sur elle-même et sur sa pratique cinématographique et le rapport qu'elle entretient avec un sujet qui est versatile, insaisissable et auquel elle ne peut pas faire confiance, mais avec lequel le tournage se poursuit. Voilà, et donc je suis très pressée, on est très pressés de pouvoir échanger sur ces deux films avec vous après la projection. Bonne séance. Louis. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, ces deux films qui fonctionnent. Vous avez mentionné ce matin la trilogie d'un côté sur les États-Unis post-11 septembre. Et en fait, on a l'impression là qu'on a deux films qui sont jumeaux, qui sont liés, puisqu'on a des rushs de l'un dans l'autre, mutuellement. Et est-ce que vous avez plus d'éléments sur la manière dont, au-delà de temporellement, comment c'est constitué justement? Je sais plus ce que tu disais, Carla, c'était dit inter. C'est une construction en diptyque. Oui, voilà, si vous pouviez... En fait, c'est un peu comme si la trilogie était un peu la poupée russe mère et que le diptyque fonctionnait en espèce de... Enfin, Citizen 4 est englobé dans Risk. Non, le contraire. Si, non, c'est ça. Risk, c'est 2011 à 2016 et c'est ce qu'il faut, c'est à l'intérieur. Oui. Et donc, voilà, c'est un diptyque. En général, un diptyque, c'est dans la peinture, souvent, voilà, c'est deux œuvres qui sont en regard l'une l'autre. Ici, c'est un regard, mais de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa, quoi. C'est un diptyque qui est comme une mise en abîme, finalement, un peu.
Donc vous avez remarqué, comme Louis a indiqué, il y a les images de Julian Assange dans Citizen4, et on retrouve les mêmes ici. Il y a plusieurs renvois, par exemple, à la fin de Citizen4, il y a le déchire les papiers, avec dans Risk, en fait, il y a la même chose, plus elle met le feu au fait au papier. Donc c'est l'idée que ça va encore plus loin. Il y a les personnages, donc on voit l'évolution du personnage de Jacob Applebaum, qui est donc le petit ami de Laura Poitras pendant le tournage de Citizen4. Et on voit en fait l'évolution les accusations contre lui et elle-même ses propres réalisations en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est une sorte de film d'initiation, en anglais on dit coming of age, de Laura Poitras, où elle se rend compte pendant le tournage de Risk des choses qu'elle ignorait. Et on a parlé un peu de ça dans le blog, que c'est une sorte de moment où les lanceurs d'alerte se rencontrent avec le mouvement MeToo. Et c'est un peu ça aussi, quand j'ai parlé des plaintes, en fait, c'est qu'il y a eu 3 versions en fait, de film Risk. Une première version qui était montrée à Cannes, ensuite une deuxième version qui a été montrée à Julian Assange et ses avocats, et maintenant cette version. Et donc, les avocats de Wikileaks, un de leurs griefs, c'est que les 2 versions précédentes n'incluaient pas la voix off de Laura Poitras, de la Production Journal, où elle parle, elle commente un petit peu, elle avance en fait ses réserves. This film was not the film I thought I was going to make. Et donc ils disent que bon voilà que ça a changé le sens du film avec sa voix off. Et de l'autre côté, elle défend, elle dit que non, en fait ils avaient vu, ils avaient le temps, mais elle dit surtout que c'est entre ces 2 versions, c'est à ce moment-là que Julian Assange a fait pression qu'elle retire toutes les scènes où ça donnait une mauvaise image. Donc les scènes où il parlait avec l'avocate irlandaise, on voit, elle faisait... parce qu'on voit qu'il ne comprend pas, en fait, quand elle dit « oui, mais vous ne devez pas parler comme ça ». Donc il a dit « oui, il faut enlever cette scène-là ». En fait, donc, il a pointé toutes les scènes qui donnent une mauvaise image de Wikileaks. Donc elle dit, mais finalement, nous, Wikileaks est en train de nous faire la même chose que les gouvernements font face à eux. C'est-à-dire de vouloir faire de la censure pour garder l'image et effacer un peu l'histoire. Donc voilà un petit peu pour l'historique, un petit peu de ces films. Je le reprends un petit peu, mais j'ajoute un peu de cette information. Justement, moi j'aurais une question parce que finalement pour Snowden, Snowden la contacte et puis elle se retrouve avec une dramaturgie parfaite, la révélation, etc. Puis c'est un héros. Et quel était son, avec le bien et le mal qui sont bien en fait à leur place, et quelle est son idée de départ pour Assange? Parce que dès le départ, Assange c'est quand même un personnage beaucoup plus trouble. Et finalement, elle se perd un peu dans ce film. Quelle était son idée, justement, parce qu'au point de vue dramaturgique, là, il y a plusieurs éléments, des épisodes, des rebondissements. Finalement, il y a des choses qui ne sont pas éclaircies. Les rapports entre la Russie, Assange, le fait que Hillary Clinton... Enfin, si on sait quand même, mais... Donc, quelle était son idée? Quel film elle voulait faire au départ? Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que le résultat final, c'est que Risk, c'est aussi une trilogie, mais à lui tout seul. Donc, déjà, il y a eu 3 versions, ce qui, en soi, est la preuve d'une revisite par Laura Poitras de son projet de départ, qui était, je me dis si je me trompe, mais un documentaire sur Assange, Wikileaks et une cause qui lui est chère, à savoir le journalisme, la vérité, le principe démocratique, les sociétés civiles
tout ce que Wikileaks initialement semble défendre, en tout cas dans les yeux de Laura Poitras. Et c'est au cours du tournage, au cours de toutes ces années, parce que quand même 5 ans de tournage, c'est énorme en fait. Et 5 ans de révision, de dramaturgie, comme tu dis. 5 ans de révision du storytelling. On parle beaucoup de stories dans Season 4, un peu moins dans Risk, alors qu'en fait c'est là qu'il y a vraiment histoire sur histoire sur histoire, et on le voit, je trouve, au montage du film. Enfin, c'est pour ça que j'étais très curieuse de savoir ce que vous en pensiez. Parfois c'est vraiment des découpes et en fait non, alors parfois elle coupe à cause d'Assange, parfois elle coupe à cause d'elle et du rapport qu'elle a au sujet. Et en fait, le résultat final, qui n'est jamais un résultat final, ce ne sont que des montages successifs et révisés, oui, qui ont complètement, alors pas noyé le projet de départ, mais oui, il est perdu dans une espèce de tissu qui a été cousu, décousu, recousu et à l'infini en fait. C'est un film trouble, comme à l'image du personnage, ouais. Finalement, c'est pas clair. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'en fait ce qu'il faut dire aussi, c'est que déjà, tout ce que je sais par rapport à Laura Poitras, c'est qu'elle ne commence pas forcément avec une idée tout aboutie de voilà, je vais faire sur ABC et puis voilà, j'aurai une histoire. Et, bon, il y a certains documentaristes qui ont une idée très très biaisée, mais je pense qu'elle est plus dans cette ligne-là. Elle voit Wikileaks comme une sorte de David contre un gros Goliath. Elle veut de là pour la cause, la communauté, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que tout de suite, elle sent entre elle et Julian Assange, il ne m'aime pas. Il me fait confiance, il ne m'aime pas. Donc, il y a peut-être un rapport déjà conflictuel au départ, ou pas clair. Alors que quand on voit dans cette info, on a un sentiment qu'il y a vraiment une confiance entière, en fait, entre elle et lui. Il est vraiment présenté comme le héros du film, alors que dans ce film-là, on a une sorte de anti-héros, en fait. Une sorte de chute quelque part. Donc moi je pense que elle avait peut-être pas prévu que ce soit aussi qu'il y a autant une chute en fait du personnage, mais juste bon voilà, elle soutient la cause et puis elle va voir ce qu'elle obtient comme matériel en fait. Et je trouve ça assez génial qu'elle ait réussi à faire en sorte que le film continue de s'écrire, enfin se désécrire pour se réécrire au cours du tournage. Et c'est intéressant ce que tu dis sur son rapport à Assange et au sujet trouble, parce que je trouve aussi qu'il y a, et ça fait partie de, je pense, une espèce de big picture, il y a un genre de triangle avec d'un côté, parce qu'il est entouré de femmes quand même, alors il y a les femmes qui portent plainte, mais il y a aussi Sarah Harrison qui est très proche de Assange. On voit des échanges de clins d'œil constants entre les deux, et de l'autre côté Laura Poitras qui est toujours derrière sa caméra, et c'est plus conflictuel et ça se voit. Et j'ai l'impression que c'est aussi parce que Sarah Harrison, c'est une femme en qui il a confiance, mais parce qu'il a un ascendant. Alors que Laura Poitras, elle a l'air d'être considérée comme une menace, pas seulement par le gouvernement américain, mais aussi par Julian Assange, qui pourtant est censé aller dans le même sens qu'elle, ou elle dans le même sens que lui. Voilà, donc je pense que ça, c'est aussi la source de la réécriture, ou voilà, de découdre, recoudre son sujet de départ avec Assange, quand elle se rend compte de ça. Moi, je dirais même plus qu'il y a presque une sorte de danger de pouvoir en fait entre les deux. Parce que elle, c'est comme si elle reprend le pouvoir en fait en ajoutant la voix off, et que lui, il est pas content parce que elle n'a pas fait passer Edward Snowden par Wikileaks. Donc c'est comme, en fait, il a parlé un peu de son complexe de Dieu, enfin, God complexe, et qu'il veut vraiment être la personne qui contrôle tout. Et j'ai trouvé vers la fin intéressant quand elle dit, mais il n'y a pas quelque chose de la nature du pouvoir, en fait, dans votre motivation. Et on voit qu'il y a peut-être 10 secondes où il n'y a rien. Et il réfléchit. Donc, et il cherche, en fait,
D'ailleurs, oui, Oui, il y a quelqu'un. Ouais, c'est justement ce que je voulais souligner en fait, c'est que je trouve, moi le film m'a intéressé parce que je trouve que c'est davantage un film sur son travail à elle, sur son travail de journaliste et toute cette idée de montage là, que vous avez expliqué, que sur Snowden et Assange et son histoire, peut-être Snowden et son histoire. Et donc j'ai le sentiment que ça met en avant les vertus du journalisme d'investigation et que en négatif du coup est posé ce que vous soulignez là, c'est que ces lanceurs d'alerte, donc dans quelle mesure en fait leur démarche initiale qui est sur la défense des libertés, elle est réellement démocratique en fait. Parce que il y a la question des fins et des moyens à chaque fois dans la façon dont ils procèdent. Snowden, il est toujours en Russie, je crois, c'est ça actuellement. Après, il y a toutes ces questions-là de géopolitique qui se posent. Les questions par rapport à la CIA, alors évidemment, on ne va pas refaire l'histoire de la CIA, de ces périodes troubles, mais effectivement, dans un monde instable aussi, en venir à attaquer les moyens de défense collective d'un État, ça peut se poser aussi pour le reste des citoyens d'un pays également. Et donc, les mots de la fin, quand lui dit qu'il se pose effectivement en ayant une réflexion globale, presque Deus ex machina, enfin voilà, il dépend de qui, à qui rend-il des comptes. Le fonctionnement démocratique de Wikileaks, il n'est jamais posé, enfin en tout cas pas dans le film. Et tout ça, moi, ça m'interroge réellement par rapport à l'inverse, qu'est-ce que ça pourrait être une conférence de rédaction pour des journalistes, etc. Et donc je trouve ça assez intéressant, cette dialectique en fait entre ces individus et la démarche journalistique, sa déontologie, etc. Parce que eux, ils n'en ont pas en fait de déontologie de poser. Ouais. On va donner la parole à Jean-Yves. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu le film de ce matin, c'est que l'opposition entre les deux films, elle passe d'abord par l'opposition des deux figures, c'est-à-dire que Snowden passe par des journalistes et toute une réflexion en amont pour objectiviser et poser finalement où est le bien, le mal et les limites. Et dès le début, à l'opposé, on a un Assange qui échappe à tout ça et qui est dans une personnification absolument invraisemblable. Le moment où il se déguise en juge pour aller devant le juge, c'est un moment qui est absolument stupéfiant. Et tout du long, je pense qu'effectivement, elle a découvert un manipulateur et un mystificateur, alors que initialement elle pensait peut-être partir retrouver la pureté d'un Snowden, en tout cas la pureté qu'elle a montrée dans Citizenfour, même si effectivement 8 ans après, Snowden est entre les mains de Poutine, comme on le disait, ce qui fait froid dans le dos. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux films comme ça, déjà sur l'opposition des personnages, c'est assez fascinant, et avec la conséquence de l'écriture cinématographique. C'est-à-dire, dans un cas, on a une dramaturgie classique avec une opposition, une résolution absolument formidable, et là, on a un film qui a quelque chose de trouble aussi dans son écriture, dans sa forme, dans son personnage, et dans sa dramaturgie. C'est-à-dire que le film finit par être complètement labyrinthique et déroutant pour le spectateur, ce qui est très très riche aussi, surtout quand on les voit l'un à côté de l'autre comme ça. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Et puis, je reviens sur le mot déguisement, parce que c'est un mot qu'on trouve bien dans le film Risque, avec par exemple les lentilles, pour se déguiser. Et on avait un peu rapproché ça dans Citizenfour, parce qu'il y a une même scène où il demande pour faire la barbe. Donc, comme on l'avait écrit dans le blog, en fait, ils cherchent plutôt à être près de la vérité, alors qu'on voit Assange. Ils se demandent vraiment, oui, par rapport à l'image qu'ils ont vue de moi précédemment, est-ce que c'est assez proche en fait ça, alors que c'est le contraire pour Assange. Je peux. Moi, c'est juste une remarque de spectatrice lambda, parce que je regrette beaucoup de ne pas avoir travaillé mieux les sujets, parce que comme tout le monde, je crois, comme tout le monde, j'ai entendu la bombe avec Snowden.
ce que ça avait provoqué au niveau international. Et de même avec Assange. Mais la seule petite remarque que je voulais faire, c'est que voilà, moi je regarde ces films fantastiques, et merci. Mais alors, autant il était simple pour moi de, comme vous avez employé ce mot, de prendre Snowden comme le héros du film, et pour moi c'était facile, autant avec le deuxième film, là j'en ressors tout à fait déboussolé. Où est le bien, où est le mal? Est-ce qu'on doit le croire, lui faire confiance? Parce qu'effectivement, il soulève des lièvres et quelque part c'est bien. Et puis d'un autre côté, c'est un fantastique manipulateur. Il est très doué, il est très... Enfin, j'emploie peut-être pas les bons mots, mais il est très très doué. Et donc il peut être aussi très dangereux. Donc moi j'en ressors de ce second film un petit peu déboussolé. Voilà, un petit peu déboussolé, mais néanmoins c'était très très bon film. Et voilà, mais je vous remercie. Oui, merci madame de rejoindre ma réaction personnelle. Après mon premier visionnage de Risque, j'ai appelé David et je dis « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni ?» Mais en plus, le personnage d'Assange, le film lui-même, je trouve, je sais pas comment vous réagissez à chaud, mais on n'est pas... c'est pas reposant comme visionnage. On est promené un peu partout, il faut sans cesse réviser un propos, qu'il soit du côté cinématographique ou le propos d'Assange, et puis on en vient, comme vous dites, à douter, puisqu'on adhère à la cause avec Poitras au départ. Exactement. Et c'est comme s'il y avait une affinité qui était créée dès le début avec ce personnage d'Assange, mais que Laura Poitras vient démonter en cours de visionnage. Donc on a une tendance en tant que spectateur à se méfier de tout. Exactement. Alors qu'il y a quand même, il y a un enchevêtrement de choses qui fait que tout n'est pas à jeter chez Assange. Exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est très complexe. Oui, je dirais la même chose, et après je donne la parole à Marianne. C'est qu'il y a cette confusion. En même temps, je trouve que le Citizen 4, en fait, finalement, c'est un film classique, bien fait, mais qui ne présente pas cette dimension un peu trouble, problématique, qui fait qu'on a envie peut-être de revoir Risque pour mieux comprendre, ou ça nous laisse un petit peu. Et puis pour moi, en fait, il y a un déplacement du titre. Au départ, Risque, c'était les risques que prenait Assange. Et à la fin, je pensais au risque de Laura Poitras quand il dit que je vais traiter le film en tant que tel, que je trouve comme une menace en fait. Donc il y a une sorte de retournement en fait. Et une des critiques des avocats de Wikileaks, c'était elle a fait un film de Laura Poitras sur Laura Poitras. Mais moi je trouve que c'est pas une critique, que c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est une chose intéressante justement. Voilà. Marianne? Alors c'est drôle parce que j'ai de loin préféré Risk à Citizen 4. J'ai trouvé que Citizen 4 était un peu simpliste et dans la forme comme dans le propos, alors que je trouve que dans Risk, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a vraiment un élargissement du propos. Il y a quand même un zoom out où oui, ça porte sur Assange, mais ça porte aussi sur toute une communauté. Et moi, c'est surtout ça que j'ai trouvé très intéressant sur les scènes avec Julian Assange, oui, mais il y a aussi toutes les scènes avec Applebaum, Tor, et la scène très intéressante sur la communauté des hackers qui se retrouvent, qu'est-ce qu'on fait de notre communauté, et où on se rend compte que c'est une communauté, qu'on a ces personnalités qui deviennent célèbres dans les médias et à qui on donne des noms, mais qu'en fait ils font partie de toute une communauté alternative qui essaye de changer les choses et qui se retrouve assignée à Julian Assange. Et c'est intéressant, je trouve, la relation entre Julian Assange et ses supporters, mais aussi avec ses collaborateurs, toute la communauté qui s'interroge finalement sur les pratiques internes de la communauté. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment fascinée dans ce film. C'est pas seulement Assange, en fait. C'est comment on fait pour changer le monde et se comporter de façon éthique. Exactement. En fait, je dirais aussi que ce qui relie Tor et Wikileaks, c'est
il y a une dépendance sur l'anonymat. C'est-à-dire que le wiki qui est basé sur l'anonymat, qui permet d'avoir ce contre-pouvoir de ne pas pouvoir être attaqué. Et la manière que Tor marche, en fait Tor ça veut dire the onion router, et qui est basé sur l'idée que normalement quand on passe dans le browser normal, ça indique l'ordinateur, son adresse IP, etc. Et quand on passe par Tor, en fait, ça passe par des ordinateurs anonymes des utilisateurs. Donc en fait, c'est toujours la même idée, c'est l'anonymat en fait, qui garantit qu'on a ce contre-pouvoir. Comme il y a Alberto. Et je trouvais très intéressant comme elle va, au fur et à mesure, nous raconter comme elle va. Elle ne sait pas où elle va et elle est très claire par rapport à ça. Mais je pense qu'une chose qui traverse beaucoup les films, c'est les questions du genre. Et ces hommes qui sont des héros, ils ne sont pas très héros comme ça. Et la relation, alors je suis assez d'accord avec Carla, parce que c'est un homme entouré de femmes, mais on les voit, il dit, ferme la porte, va regarder. On ne demande jamais, s'il vous plaît, jamais, fais ça, fais ci. Or, ils n'ont pas merci, donc même pas merci. Et cette femme qui les filme n'a pas les pouvoirs, elle a les pouvoirs des images, et ça l'échappe en fait. Donc certainement, ça cause pas mal de soucis par rapport à lui. Donc c'est traversé par une question du genre, ces films, à mon sens, dans ma lecture et en voyant cette version. Oui, comme j'ai dit, c'est cette question de rôle, en fait, et qui détient le pouvoir. Oui, puis je pense que dans le film de ce matin, par rapport à l'affiche que tu signalais, effectivement, il est dans un univers, dans un cocon blanc, qui lui met aussi son côté d'innocence blanc, cocooning, ce côté, oui, cocon. Et en plus, il y a plus une unité d'espace qu'avec lui, finalement. Et il va finir enfermé. Oui, il va finir enfermé, mais oui, c'est mauvais genre. Hein. Oui, et puis c'est vrai que sur l'affiche, déjà on ne voit pas grand chose de son visage, en plus c'est que la moitié, puis c'est clairement alerte rouge.